Bonjour, c'est les Burnéennes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, un sujet qui défraie la chronique dans la population immigrante. Je vais vous parler du mariage. Du mariage et les raisons pour lesquelles le mariage ne fonctionne pas ici à la diaspora et partout. Je vais commencer par vous donner la définition du mariage ou les différentes définitions. Et puis, je vais énumérer certaines causes et puis, je vais vous donner quelques exemples pratiques. Je vais rentrer un peu en profondeur en ce qui concerne les causes, les raisons pour lesquelles le mariage ne fonctionne pas. Pour commencer, je vais vous dire que je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach de vie matrimoniale. Je ne suis pas spécialiste des mariages. Je suis seulement une femme mariée, mère de famille, mariée depuis plus de 15 ans. Mariée depuis plus de 15 ans et puis vie commune plus de 22 ans, plus de 23 ans. Ok, on va commencer. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une union conjugale, contractuelle et ou rituelle à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le mariage est défini usuellement comme étant l'union légitime d'un homme et d'une femme, et plus récemment comme une union légitime entre deux personnes qui souhaitent créer une famille et vivre ensemble. Le mariage s'entend également comme l'acte par lequel le couple se place dans une situation juridique durable afin d'organiser la vie commune et de préparer la création d'une famille. Le mariage est ainsi un acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée famille ou foyer ou feu ou ménage, dont le but est de constituer un cadre de vie stable, commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. Cette communauté inclut souvent celle du patrimoine familial. Le mariage est une institution qui a pris de multiples formes selon les peuples et au cours de l'histoire, visant universellement à sanctionner un cadre voué au développement de la famille. Le mariage donne un statut particulier aux époux. Il émancipe la personne qui devient majeure et lui donne des obligations envers son conjoint, sa future progéniture et la famille de son conjoint. L'établissement d'un mariage donne toujours lieu à une cérémonie publique et souvent à une fête, l'ensemble étant appelé noces. Le mariage a ainsi un caractère juridique mais aussi rituel, profane ou religieux. Dans les pays où les institutions politiques sont séparées des institutions religieuses, on distingue le mariage civil du mariage religieux, lequel requiert généralement un mariage civil au préalable. Lorsque les époux ne peuvent contracter un nouveau mariage tant que le premier est valide, on parle alors de système monogame. Parfois, plusieurs mariages peuvent être contractés simultanément avec plusieurs personnes en même temps. Le système est alors dit polygame. Le mariage polygame peut lier un homme avec plusieurs femmes. C'est la polygynie. La polyandrie désigne le mariage d'une femme avec plusieurs hommes, un type d'union polygame. Le mariage a été décrit par l'anthropologue Claude Lévy comme le socle pratiquement universel de la famille. La famille fondée sur l'union plus ou moins durable, mais socialement approuvée, de deux individus de sexes différents qui fondent un ménage, procréent et élèvent des enfants, apparaît comme un phénomène pratiquement universel, présent dans tous les types de sociétés. Le mariage est à la fois un acte actuel qui concerne les parties présentes et un acte futur qui engage l'existence et le statut des personnes dans l'avenir. C'est à la fois un acte individuel et un acte collectif qui concerne l'ensemble de la société. Il a une portée mixte, à la fois contractuelle et institutionnelle,
Cet engagement peut être une convention civile lorsqu'elle est enregistrée par un officier d'état civil, par délégation de l'État, ou prendre une dimension sacrée lorsqu'elle est célébrée en un lieu et selon des formes religieuses. Le mariage est généralement un engagement sans limite de durée avec une possibilité de rupture, soit par la séparation de corps, soit par le divorce. Ce dernier n'est pas admis par certaines religions, comme le catholicisme, qui admet seulement la reconnaissance de nullité du mariage, à raison notamment du consentement imparfait des époux ou une dispense autorisation de remariage religieux s'il n'a pas été consommé. Le mariage implique en principe une communauté de vie, c'est-à-dire de vivre ensemble et d'avoir des relations sexuelles, des voies conjugales. Leur impossibilité ou leur refus peut être, selon les pays et les époques, une cause de nullité ou de divorce. Pourquoi il est important de se marier? Ancré dans les mœurs depuis plusieurs siècles, le mariage est un contrat entre deux personnes souhaitant s'unir pour le meilleur et pour le pire. Au-delà du contrat qui inclut le respect d'un ensemble de droits et de devoirs, l'importance du mariage se perpétue d'année en année. Alors pourquoi les gens se marient-ils? Quelle est l'importance du mariage? Pourquoi les gens se marient? Bien que les mariages soient de moins en moins fréquents, les mariages ont une symbolique bien ancrée. De nos jours, les gens ne se marient plus par obligation sociale ou religieuse. Néanmoins, les traditions se perpétuent dans le temps. En plus de représenter l'amour entre deux personnes, le mariage est un réel engagement dans une vie commune qui implique des droits et des obligations. Qu'il s'agisse de la fidélité, la solidarité, le partage d'une résidence familiale ou encore des biens, l'importance du mariage est toujours présente, d'autant plus pour les mariés. Outre l'importance du mariage aux yeux des mariés, plusieurs raisons poussent deux personnes à s'engager ensemble. La première raison, pour célébrer leur amour aux yeux de tous. Le mariage est avant tout un acte d'amour, réunissant deux personnes de sexe opposé qui vivent une réelle complicité et qui souhaitent s'engager ensemble sur le long terme. Le mariage est également le moment propice pour réunir tous les proches des mariés et ainsi exposer leur amour au grand jour. La deuxième raison, pour créer une alliance éternelle basée sur une promesse. Le mariage est un engagement pour la vie. Les deux êtres aimés s'engagent à rester soudés et unis dans les bons comme dans les mauvais moments. Le mariage permet de démarrer du bon pied une vie à deux et donne la force d'apprendre à aimer de jour en jour. Troisième raison, pour fonder une famille. Le mariage marque une étape importante dans la vie du couple. En plus de permettre un engagement éternel, le mariage offre un cadre propice à l'arrivée d'un enfant. En stabilité, amour, responsabilité, les deux parties seront plus aptes à accueillir un enfant. La quatrième raison, pour être plus heureux. En plus de symboliser le grand amour, le mariage rend heureux. En effet, des études scientifiques ont prouvé que le mariage était bon pour la santé. Alors pourquoi s'empêcher d'être encore plus heureux à deux? Il est aussi écrit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu a créé la femme pour qu'ensemble ils puissent vivre heureux. L'importance du mariage n'est plus à démontrer. Perdurant d'année en année, le mariage reste un symbole d'union et d'amour pour un couple. Là, je viens de vous énumérer les bonnes raisons pour lesquelles les gens se marient ou doivent se marier. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens se marient qui ne sont pas forcément les bonnes raisons. Et ce genre de mariage-là sont pour la plupart voués à l'échec. Il y a des gens qui vont se marier avec des personnes par reconnaissance, soit parce que cette personne a payé leurs études, soit parce que pendant qu'ils étaient aux études, pour l'homme, la plupart du temps, parce qu'ils étaient aux études, la dame qui faisait déjà une petite activité
à subvenir à ses besoins et tout. Donc par reconnaissance, quand lui commence à travailler, il s'engage à épouser cette femme. Il y a aussi, ça c'est le cas des jeunes filles ou des jeunes dames qui vont aller marier un homme parce que financièrement à la maison ça ne va plus. Soit le père à la retraite il n'arrive plus à subvenir aux besoins de la maison, ou bien le père a fait ses responsabilités, donc à la maison c'est chaud. Et bon, il y a un homme là-bas qui s'intéresse à elle, elle n'aime pas forcément, mais comme elle est diminuée, elle n'a pas les moyens, sans s'accrocher à lui, elle épouse. Il y a aussi d'autres qui vont s'attarder sur les critères physiques. Parce que l'homme, c'est un bel homme, il a les tablettes de chocolat, et il sent bon, il a le fric et tout ça. Bon, il me demande en mariage, même si je ne l'aime pas trop, bon, son physique, ou bien je ne maîtrise pas son caractère, je vais l'épouser quand même. Ou bien, un homme qui voit une femme parce qu'elle est belle, elle a les rondeurs, elle est claire, c'est son critère, il l'épouse. Il y a aussi d'autres qui vont épouser certaines femmes parce qu'ils les ont mis enceintes. Et puis, pour montrer un peu de maturité ou bien, je sais pas, pour dire devant la famille que lui il est responsable, il s'engage à épouser cette dame. Ou bien, certains vont aller se marier pour fuir l'impudicité. Ça, c'est nos frères des églises réveillées là. Eux, ils se marient en même temps. Ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas. Le pasteur a fait vision, ils se sont vus, ils se marient. Et puis, il y a certains, là c'est le cas des immigrés là, ils vont en Afrique prendre des filles qu'ils ne maîtrisent pas, ils les épousent. Ces filles-là, elles les acceptent parce que c'est leur passeport qui est là pour venir au Canada, ou bien pour aller en France. Ou bien il y a des hommes aussi, il y a des femmes qui ont divorcé de leur mari ici, et qui veulent à tout prix se remarier. Elles vont aller en Afrique, elles sont canadiennes, elles ont les moyens. Elles vont aller chercher des hommes. Comme j'aime bien le dire, elles vont importer des hommes. Et puis, ils vont venir faire le mariage. La plupart du temps, ce sont elles-mêmes qui financent le mariage. Elles payent la dot, elles payent tout. En tout cas, elles font des heures supplémentaires ici. Et puis, elles sont importées les hommes pour venir. 80% de ces mariages-là sont voués à l'échec. On va voir ensemble les principales causes d'un divorce. J'ai énuméré ici 10 causes de divorce. On va commencer par la première cause, l'infidélité. La plupart du temps, les gens vont justifier leur infidélité. Et puis, souvent aussi c'est justifié. Il y a des cas où l'infidélité est justifiée. On dit un conjoint en colère, poussé par sa frustration et la non-satisfaction de ses attentes, peut franchir la ligne rouge, cadrant la vie de couple et trahir son conjoint. Le manque d'engagement dans la relation ainsi que le manque d'estime de soi peuvent inciter à franchir le pas, mais également le sentiment de ne pas se sentir aimé par l'autre, une baisse du désir envers l'autre, car l'apparence physique change avec le temps. L'apparence physique peut changer au cours des années avec les maternités, tout ça là, tu prends du poids, avec le cours de l'âge, tu peux vieillir. L'apparence physique aussi peut changer avec un handicap. Par exemple, tu peux avoir un AVC, et puis, ou bien tu peux avoir un accident. En tout cas, physiquement, tu peux changer. Ou encore, la tentation d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a des gens, eux, s'ils ont vu une nouvelle fille passer dans le quartier, une nouvelle collègue, en tout cas, il faut qu'eux, ils aillent voir clair dedans. Eux, là, elles sont des natures infidèles. Ça, on ne peut rien faire pour eux. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples sur l'infidélité. Ce qui peut amener certaines personnes à être infidèles. Je prends le cas d'une jeune fille. Elle a immigré ici avec son mari. Et son mari, il la laisse ici et puis il retourne au pays. Bon, je ne sais pas combien de temps il est parti faire au pays, mais il est retourné au pays. Et j'ai trouvé que la jeune fille, elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre.
Elle n'a pas su qu'elle était enceinte jusqu'à son 8e mois. Elle avait un déni de grossesse. Et quand elle a su qu'elle était enceinte, elle allait, quand on a fait le cours, on se rend compte que c'est 8 mois. Maintenant, quand son mari lui fait le calcul, il se rend compte qu'à cette période-là, il n'était pas là. Donc, il lui dit que c'est pas possible que ce soit pour lui la grossesse. Donc, dans le questionnement, elle a fini par avouer qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'éloignement. Je prends un deuxième cas. J'avais une amie, elle était en formation, elle était dans une ville avec son mari et puis elle allait en formation. Elle a fini sa formation, elle s'est fait affecter dans une autre ville. La ville est à 1h ou 1h30 de la ville où sa famille résidait, son mari résidait, travaillait. Et puis, quand j'ai vu ça, je lui ai demandé, mais pourquoi tu te fais affecter dans une autre ville pendant que ton mari est dans une autre ville où tu as la possibilité de te faire affecter? Elle dit donc, elle n'a pas envie de travailler dans le même centre que son mari. En réalité, ils sont du même corps. Donc, si elle se faisait affecter dans la ville, elle avait en tout cas 80% de chances d'être dans le même centre que son mari. Donc, elle ne voulait pas ça. Bon, moi, franchement, ça m'a semblé bizarre. Parce que moi, j'estime que quand on est marié, on doit vivre ensemble. On ne peut pas se marier et puis l'un à l'ouest, l'autre au centre. Vraiment, ça, finalement, c'est plus trop le mariage. Bon, moi, j'ai laissé tomber. Elle m'a dit que les week-ends, elle venait et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, 1 à 2 années après, elle m'appelle, elle me dit que si tu apprenais que ton mari a fait un enfant dehors, comment tu vas réagir? Je lui ai dit, laisse tomber. Elle m'a expliqué un peu le contexte dans lequel elle a su que l'enfant venait. L'enfant avait déjà 2 ans et quelqu'un quand elle a su. Parce qu'elle avait un souci à son téléphone et puis son mari lui a passé un ancien téléphone. Donc c'est à l'intérieur qu'elle a vu le message. Les différents messages avec la maîtresse en question. Bon, c'était pas tant une maîtresse, mais la fille avec qui il avait fait l'enfant. Elle m'a expliqué un peu le contexte. Je lui ai donné l'âge de la dame. Et puis vu son âge, j'ai vu qu'elles étaient promotionnelles. Donc moi je me dis qu'il n'y a pas de rivalité à ce niveau-là. Parce que si le monsieur avait l'intention de la remplacer par cette femme-là, il n'aurait pas pris une femme qui a à peu près le même âge qu'elle. Moi, je lui ai dit comme ça que elle est périmée. Il n'y a pas de match. Quand je lui ai dit ça, bon, elle a commencé à rire un peu. Moi, je lui ai dit de laisser tomber, de rejoindre la famille. Parce que tu peux pas laisser un homme seul avec des enfants et puis toi, tu es quelque part d'autre. Tant qu'il n'y a pas de contrainte en tant que telle, mieux vivre ensemble. Ça limite un peu l'infidélité. Parce que quand tu es marié, tu as des besoins. Il ne faut pas minimiser ça. Les gens ont des besoins. Donc, ça ne sert à rien de se mettre à distance là. Le mariage, ce n'est pas fait pour la distance. Je vous donne d'autres cas encore. D'une dame, elle est au Canada. Elle va travailler dans la partie nord. Elle laisse son mari ici. Elle est partie travailler dans la partie nord. Elle s'est amourachée d'un jeune là-bas. Elle a commencé à être infidèle. Il y a une autre aussi. Quand elle est partie travailler là, dans la partie nord là-bas, pour courir derrière l'argent, c'est son mari qui enceinte une petite derrière elle ici. Donc, c'est ça l'infidélité. Quand c'est comme ça, le couple va prendre forcément un coup. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, la deuxième raison qui peut emmener les divorces, il y a la violence physique ou psychologique. Un autre motif qui amène la séparation est celui des violences physiques ou psychologiques. Lorsque l'un des conjoints use de la violence psychologique, d'abord intimidation, dénigrement, mépris, chantage, harcèlement, si à ce stade la victime n'a pas réagi, en se protégeant et en prenant des décisions fermes avec son conjoint agresseur, c'est la violence physique qui entre en jeu peu à peu. Généralement, il s'agit de relations d'emprise et la victime aura beaucoup de mal à partir sans aide extérieure. Cela peut durer des semaines, des mois comme des années si la victime ne prend pas conscience de son état de victime pour aller solliciter de l'aide. Vous savez, la violence physique verbale,
C'est des choses qu'il ne faut pas tolérer dès le début. Quand vous êtes fiancé là, la première fois qu'on t'a giflé là, il faut dire que c'est la dernière fois en même temps. Soit tu réagis, soit tu laisses. Si tu as laissé, chaque jour on va te gifler. Si on t'insulte, on te méprise et puis tu acceptes, ça va continuer. Il y a eu une fois, il y a notre aîné là, son mari l'a giflé. Son mari l'a giflé, on m'a appelé. C'est-à-dire qu'on a alerté toute la famille. Et puis chacun a commencé à appeler son mari maintenant, appeler son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as giflé? Quand j'ai appelé le monsieur dit, hé, à cause des petites histoires qui arrivaient entre ma femme et moi, là, tout le monde m'appelle. Elle dit, ah, ça c'est pas petit affaire, parce qu'elle a un problème d'oreille. Donc, si tu l'as giflé une fois que son oreille a pété complètement là, ça c'est pas petit. Et puis moi j'ai appelé ma grande soeur, je lui ai dit, mais ton mari t'a giflé pourquoi? Elle dit non, que son mari est allé boire jusqu'à, il est venu à minuit. Donc il est venu à minuit là, elle est en train de parler sur lui, bavarder, et puis le gars l'a giflé. Il a dit, mais le gars il est saoulé, tu peux pas le laisser. Le monsieur est parti boire, il vient, laisse-le le lendemain. Tu as lui posé question, bon, dans son daïko là, tu lui as posé question, voilà qui t'a giflé aussi. Donc elle a commencé à rire. Bon, la violence, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer. Pas tolérer parce que vers la fin, on ne sait pas si tu es dans un mariage ou bien tu es dans l'esclavage. Donc vraiment, ça seulement. Et puis ça peut, ta vie en péril quoi. Et puis personne n'est heureux dans la violence. Ça, c'est même pas la peine de rester dans ce genre de situation. Il faut corriger. Il y a le manque d'intimité. Comme chacun est différent à la base, la représentation de l'intimité et ce qui l'entoure va forcément être différent. Et chacun va nourrir des attentes envers l'autre, pensant et croyant que l'autre pense comme lui. De là naissent beaucoup de malentendus, frustrations et déceptions. Par exemple, l'un romantique, l'autre pas. Le conjoint romantique ne conçoit pas l'intimité sans les messages amoureux et préalables tels que les remarques positives et gestes affectifs dans la journée, la reconnaissance, remerciements. Le conjoint non romantique, celui qui pense en majorité avec sa raison, trouve, celui futile, une perte de temps et ne se rend pas compte de l'importance des préliminaires pour sa conjointe. Généralement, les femmes sont demandeuses et les deux n'ont pas pensé à s'asseoir et chercher à en savoir plus sur le pourquoi de ce refus, le besoin et les attentes de chacun. Alors, comme pour beaucoup, c'est un sujet tabou. Chacun reste avec ses propres interprétations de la situation qui souvent sont erronées, d'où l'importance de savoir communiquer en couple. Bon, ici, on parle je reviens dessus, le manque d'intimité. Bon, il y a, dans le couple là, il y a des gens, eux sont se marier et puis ils sont timides. Ou bien il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils négligent comme les préliminaires, les petits messages d'amour, les petits bisous. Dans les couples africains là, nous on n'a pas vu nos parents faire ça. Donc souvent on ne fait pas ça. C'est les couples vieux jeux là. Ils ne maîtrisent pas ça. Tu vois. Et puis il y a des couples aussi là, où il y a un qui est tellement pudique que du coup il y a des trucs qu'ils trouvent qu'on ne doit pas faire. Et quand c'est comme ça là, c'est pas bon. Il faut communiquer, il faut que vous soyez au même niveau. C'est vrai que chacun a des cultures différentes, il a des éducations différentes, mais à partir du moment où vous êtes mis ensemble, vous formez une seule chair là, vous devez vous adapter l'un à l'autre. Il y a des femmes, elles là, toujours c'est elles qui font jeûne. C'est dans le lit, elles font chapelet. En tout cas, des choses qui n'ont rien à voir avec l'intimité. Bon, tout ça là, quand le monsieur va te regarder, il va dire d'accord, va faire ton chapelet. Hein. Lui va aller chez la petite qui ne fait pas chapelet, elle là, elle danse striptease devant lui, tout ça là, les petits trucs comme ça là. Elle fait ça. Toi, il faut rester là faire ton chapelet seulement. Ou bien il faut prendre un gros drap pour t'emballer. Toi, tu n'aimes pas la lumière, tu aimes le noir, tout ça là. Lui, il va aller chez la petite là, elle danse, elle allume les bougies, elle met au tout et puis elle danse. Ok. Il y a le manque ou l'absence de communication. La base du fonctionnement d'un couple est la communication.
Sans elle, la relation reste figée et devient aussi nauséabonde que l'eau stagnante d'un étang. C'est la mort lente de la relation. Quand les deux se murent dans le silence, plusieurs raisons peuvent expliquer cette difficulté à communiquer efficacement. Les différences de personnalité et de genre. Les couples peuvent avoir des personnalités très différentes, ce qui peut rendre difficile la communication et la compréhension mutuelle. Par exemple, certains hommes peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions, tandis que certaines femmes peuvent avoir du mal à exprimer leurs besoins. Les antécédents familiaux, ils peuvent avoir une influence sur la façon dont les gens communiquent. Si l'un ou les autres partenaires ont grandi dans une famille où la communication était difficile, cela peut affecter leur capacité à communiquer efficacement dans leur propre relation. Une communication déséquilibrée, par exemple, l'un des conjoints monopolise la conversation sans laisser l'autre s'exprimer, peut mener le couple à ne plus sentir le besoin de communiquer, car celui qui subit le monologue étant frustré, ne trouvant pas d'espace pour s'exprimer librement, sera dans l'évitement de tout échange, contraignant la critique, le jugement de son propos. Quand c'est les deux qui veulent avoir raison sans s'écouter, c'est le clash assuré, le silence passif-agressif. Le conjoint se mure dans le silence, laissant l'autre conjoint dans l'incompréhension et la confusion. Il s'agit ici d'une technique de manipulation pour le contrôle et l'amener à le satisfaire ou le punir. La communication dans un couple, c'est important. Peu importe comment vous communiquez, il faut arriver à communiquer. Il y a des gens qui vont avoir une communication non verbale. Il y a d'autres, ce n'est pas écrit. Et puis, il y a d'autres qui ne laissent pas leur conjoint parler. Il faut laisser les gens s'exprimer. Dans le couple, là, ce n'est pas une seule personne qui a droit à la parole. Écoutez-vous. Laisse l'autre s'exprimer jusqu'au bout. Pour que tu puisses comprendre ce qu'il te reproche. Parce que si tu ne l'écoutes pas parler, tu ne sauras pas ce qu'il te reproche. Et tu ne pourras pas t'améliorer. Ou bien tu ne vas pas comprendre ses besoins. Et puis, il ne faut pas minimiser les émotions de l'autre. Il ne faut pas minimiser ce que l'autre dit, ce que l'autre ressent. Tu ne veux pas dire non, donc c'est ça là qui te fait mal, donc c'est à cause de ça là que tu es fâché. Non, 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 non. Il faut prendre en compte ce qu'il dit pour que tu puisses à l'avenir comprendre qu'est-ce que lui n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime, comment je dois me faire. C'est important. Si vous voulez avancer ensemble, vous devez pouvoir communiquer. Et puis, il ne faut pas être agressif dans la communication, il ne faut pas être injurieux, il faut avoir le bon ton, il faut garder le bon ton, c'est important pour régler les conflits. Parce que quand vous criez, il y a d'autres qui n'aiment pas ça. La plupart du temps, les hommes, là, moi, ma maman, elle aimait beaucoup crier. Donc, un cri comme ça, moi, pas lui pose ses chaussures et puis il sort. Quand c'est comme ça, là, c'est fini. Est-ce que la communication est passée? C'est fini, vous ne pouvez plus communiquer. Il y a le problème de l'argent. L'argent, on dit l'argent est la source de tous les maux. L'argent, la gestion des ressources financières du couple peut générer beaucoup de conflits, surtout si cette question n'a pas été réglée avant l'installation en couple. Aujourd'hui, ce qui revient le plus, c'est le 50 sur 50, dans le partage des dépenses. De même, si l'un est cigale et l'autre fourmi, la cigale elle est dépensière et insouciante. La fourmi, elle est économe et prévoyante. Le couple peut se retrouver en danger en raison des dettes réalisées avec ou sans le consentement de l'autre conjoint, ce qui crée une véritable animosité dans le couple. Donc le problème d'argent. L'argent a toujours divisé les gens. Aujourd'hui, au Canada, on dit 50-50. Bon, on dit 50-50 dans les dépenses. Les femmes aussi disent qu'elles veulent 50-50 dans le ménage. Bon, les hommes aussi, nos hommes africains, là, ils ne sont pas habitués au ménage. Donc, quand c'est comme ça, ils ne veulent pas faire le ménage. Mais ils veulent qu'on leur donner l'argent 50-50 là pour les dépenses de la famille. Donc, ça aussi, ça crée les conflits. Ça crée les conflits. Donc, à cause de ça, les gens se séparent et tout. Et puis, il y a l'argent des enfants aussi. Bon, on dit l'argent là, c'est pour les enfants. L'argent des enfants là, ça devient palable. Quand l'un des enfants part chez la femme, le monsieur, il dit, bon, comme tu as l'un des enfants, donc, il veut plus, il y a certaines charges qu'il ne veut plus faire. Pourtant, l'un des enfants, là, normalement, c'est pour leurs petits besoins et puis économiser pour leurs études futures. Mais,
Il y a des hommes, eux, c'est ça, eux veulent pas aller construire en Europe. Il y a des femmes aussi, c'est ça aussi. Elles vont regarder pour dire qu'elles ne veulent pas aller travailler. Bon, finalement, là, vous ne répondez pas aux besoins des enfants. Et quand vous ne répondez pas aux besoins des enfants, ça crée d'autres problèmes. Quand les gens constatent que les enfants, leurs besoins ne sont pas assurés, c'est ça qu'on vient chercher vos enfants, là. C'est ça. Donc, attention à l'argent dans le couple. Asseyez-vous et puis discutez des finances du couple. Comment on répartit les charges? Comment est-ce qu'on fait pour faire telle dépense, telle dépense? Il y a des gens qui réalisent ensemble. Ils vont faire des projets en Afrique. Ils construisent des maisons. Elle va prendre, la plupart du temps, sont les hommes là, ceux qui défilent en Afrique là. Ils ont toujours des maîtresses là-bas. Vous faites des réalisations en Afrique. Par exemple, vous faites des maisons, eux assurent la gestion de la maison, ils vont installer leur maîtresse dans la maison là-bas. Mais tu installes la maîtresse, elle ne paye pas le loyer. Pourtant, vous êtes endetté ici pour aller construire les maisons là, vous devez rembourser les dettes. Quand tu installes ta maîtresse là, le loyer qu'elle ne paye pas là, qui paye? Ça, c'est des choses à ne pas faire. Et quand la femme se rend compte, mais elle ne peut pas tolérer ce genre de choses là, tout ça là, ça entraîne des divorces. Bon, dans tous les cas, les finances, l'argent, faites attention parce que ça divise. L'influence de la belle famille. Un autre facteur important qui peut mener le couple à la séparation est l'intrusion de la belle famille. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ont accouché, ils ont fait venir leur maman pour les aider. Dès que la vieille est arrivée là, problème dans le couple, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a chargé pour venir, c'est quel canarier l'a chargé pour venir séparer le couple, on ne comprend plus. Plus rien ne va dans la maison. Rien. Je ne sais pas si c'est la maman de... C'est la mère à la dame. L'homme n'a plus d'autorité dans la maison. Si c'est la mère au monsieur, la dame n'a plus sa place dans la maison. C'est la belle-mère là qui vient tout gérer maintenant. Les conflits de la loyauté. L'un des conjoints est constamment tiraillé entre les demandes de sa famille et les besoins du couple. L'un des conjoints doit toujours envoyer de l'argent à sa famille. Souvent, même à tout son village, c'est lui qui doit envoyer l'argent. Bon, quand c'est comme ça aussi, là, finalement, on ne sent plus la famille. Parce que tu es dispersé entre la famille et l'agir là-bas et puis ta petite famille. C'est des trucs, ça se décide ensemble. Tu ne peux pas rester là à chaque fois, envoyer de l'argent en Afrique, pendant qu'on doit construire la famille qui est ici. On doit se réaliser. Cela peut créer des tensions si l'autre conjoint estime que cela agit sur les finances du ménage, en couple ou autre. Parfois, la famille manipule afin que les intérêts soient satisfaits. Les différences culturelles. Ces différences peuvent créer beaucoup de conflits quand les deux conjoints sont engagés dans des rivalités, comparaisons qui génèrent de la jalousie, des ressentiments, de l'injustice. Souvent, il ne reste plus de choix que de mettre fin à la relation. Quand vous n'êtes pas de la même culture, c'est difficile aussi souvent. Quand vous ne voulez pas faire des efforts pour vous entendre. Chez moi, tu vas dire, ton mari va dire chez moi, là, c'est comme ça on fait. Elle aussi va dire chez nous, là, c'est comme ça on fait. Bon, finalement, on prend pour qui? Parce que chacun est venu à sa culture. Vous n'allez pas vous entendre pour avoir le juste milieu, pour que les choses puissent avancer. Mais si vous voyez que la culture vous fatigue trop, là, vous mettez ça de côté, et puis vous adoptez la modernité, et puis on avance. Les critiques et le jugement. Lorsque la belle famille a tendance à critiquer, juger sans cesse le conjoint de leur fille ou la conjointe de leur fils, l'estime de soi de ces derniers peut être mise à mal, ainsi que la confiance dans le couple, surtout si le conjoint reste neutre ou au pire soutient ces critiques. Souvent, les gens sont dans leur couple, la belle-mère ou bien, je sais pas, la belle-sœur, toujours en train de critiquer. Ta femme est ceci, ta femme est cela. Bon, vous êtes mariés, on dit l'homme quittera son père, sa mère quittera sa femme. Bon, ta famille qui vient toujours donner son point de vue, là, leur rôle c'est quoi? Tu es devenu adulte ou bien tu n'es pas adulte? Leur point de vue là, ça compte pas. Et ils peuvent au départ, peut-être s'ils estiment que la fille n'est pas pour toi. Mais si tu as fait ton choix, tu assumes. À partir de ce moment, on te laisse t'assumer ton choix. Mais à chaque fois, venir interférer, non, ta femme a fait ceci, ta femme a fait cela. Vers la fin, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ça devient vraiment, vraiment compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Donc, vraiment, faites l'effort. Et puis souvent,
le monsieur, il va rien dire. La femme, elle est toujours sous pression, sous pression. Moi, je prends l'exemple d'une dame. Sa belle-fille, elle ne savait pas cuisiner. Et tout le temps, son fils partait manger à la maison. Mais qu'elle a vu que sa belle-fille ne savait pas cuisiner, là. Elle fait le marché, elle vient et puis elle cuisine à sa belle-fille. Elle lui montre un peu, jusqu'à ce que sa belle-fille sache cuisiner. Mais elle n'a pas dit à son fils, non, ta femme, elle ne sait pas cuisiner, tout le temps tu viens manger sur moi. Elle n'a pas fait ça. Donc souvent, la belle famille, là, ayez pitié de vous-même, votre enfant, parce que il faut qu'il a choisi une dame, une personne qu'il aime, ou bien elle a choisi un homme qu'elle aime. Mais ne soyez pas ceux qui vont venir les diviser. Hein? Chez nous, en Afrique, on dit on n'aide pas son frère à divorcer. Amenez les gens à être plus ensemble. Hein? Dans l'intérêt du couple. Ne soyez pas ces oiseaux de mauvais augure qui viennent pour séparer les couples. Si tu viens séparer ton fils ou bien le mari, te séparer ta soeur ou bien ton frère de son couple, mais toi-même tu es appelé à te marier ou bien toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça. Donc tu ne vas pas faire ça autrui. Interférence dans la décision du couple. Si la belle famille s'immisce souvent dans les décisions du couple imposant ses règles, cela peut entraîner des conflits dans le couple. Des problèmes de confiance, de communication, les décisions importantes pour le couple doivent être prises ensemble sans influence des familles. Les mères possessives contrôlantes, le conjoint obéit à sa mère au détriment de son couple, même si cela lui porte préjudice, étant dans l'incapacité d'imposer des limites. Il est important que les conjoints communiquent ouvertement et honnêtement leurs sentiments et leurs attentes concernant la famille de chacun, en fixant des limites claires. Il y a des couples, leur conflit a commencé lorsque la belle-mère est venue les assister après une naissance. Le manque de compatibilité. Le couple partage des valeurs incompatibles qui prennent deux directions opposées. Ils n'acceptent pas leurs différences qui s'expriment dans la vie quotidienne. Ils peinent à gérer les disputes qui induisent une attitude agressive, un manque de respect, une communication difficile s'installe avec un manque d'écoute et d'attention accordé à l'autre, une absence de complicité et de projet ensemble, intérêts opposés. L'erreur de départ est que les deux membres du couple n'ont pas pris le temps de vraiment se connaître avant leur union. C'est ça, les mariages précipités là. Vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas ce que l'autre aime. Quel est son projet d'avenir? Maintenant, quand vous êtes ensemble, lui il dit je veux faire ceci. Toi tu dis non, moi je veux pas ça. Par exemple, pour les couples migrants, les gens, leur projet c'est de retourner s'installer en Afrique. L'autre conjoint, lui, il veut rester ici. Quand c'est comme ça, c'est comme si vous avez des projets opposés. Et à un moment donné, ça ne fonctionne pas. L'immaturité et le conflit constant. Certains couples peuvent être confrontés à des conflits intenses et répétitifs qui les épuisent, n'y trouvant pas de solution malgré leur amour mutuel. Souvent, ce sont des agacements de la vie quotidienne, tels que le tube de dentifrice jamais rebouché, marcher sur le tapis avec ses chaussures quand on est pressé et sans faire attention que son conjoint vient de nettoyer. Des petites choses qui rassemblent sur le long terme finissent par faire naître du ressentiment, de la colère, tellement le conjoint ne se sent pas écouté et respecté. Il n'est pas rare aussi de constater que l'un des conjoints, souvent l'homme, passe énormément de temps sur son téléphone ou devant la télé ou à sortir avec ses amis, déchargeant les tâches quotidiennes sur sa conjointe, jusqu'au fait de trouver un travail stable, trouvant sans cesse des excuses et toute occasion est bonne pour procrastiner ou se positionner en tant que victime. Et les hommes là, sont dans la maison, ils ne font aucune tâche ménagère. Les hommes africains n'ont pas pris l'habitude de faire les tâches ménagères. Au Canada ici, monsieur travaille, madame travaille. Il n'y a pas de servante, les enfants sont là. Faites des efforts pour soutenir les femmes dans les travaux ménagers. Et puis les femmes, moi ce que je peux dire aux femmes, c'est d'être patiente. Moi j'ai échangé avec une jeune dame qui me dit, elle venait d'arriver avec son mari. Les enfants étaient tout petits. Quand les enfants sont petits, c'est encore plus compliqué même. Parce que là, tu dois les prendre en charge. Prendre en charge l'enfant, prendre en charge la maison.
Et puis maintenant, le mari même devient encore une charge. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Vous avez dit, doit pardonner, faites aussi des efforts. Faites aussi des efforts. Et puis, les femmes, ne soyez pas très exigeantes, soyez patientes. Soyez patientes parce que les habitudes, là, on ne les change pas du jour au lendemain. Un homme qui n'est pas habitué à faire le ménage, il ne le fera pas tout de suite. Avec le petit à petit, il va faire, tu peux dire, attrape l'enfant, aide-moi à faire ceci. Et puis, calmement, quoi. Pas comme si c'était un ordre. C'est un peu ça. On veut donner des ordres comme si c'était nos enfants, mais ça ne marche pas. Il faut demander de l'aide. Même si tu penses qu'il a l'obligation de t'aider là, il faut savoir lui demander. Sinon, il ne le fera pas. Et puis, ça va entraîner des conflits. Il y a une autre. Elle me disait que son mari, il n'aide pas dans les tâches ménagères, tout ça. Et puis, je lui ai demandé, mais est-ce qu'au moins il encadre les enfants, tout ça. Elle m'a dit oui, qu'il encadre les enfants. Il dit, mais c'est quelque chose. Encadrer les enfants, là, ça demande du temps. Hein? Et puis, c'est très important. Encadrer le suivi scolaire des enfants, c'est très important. Donc, déjà, si ton mari fait ça, il fait aussi. S'il fait les courses, il fait quelque chose. Donc, ne soyons pas trop les uns. Ne pensons pas qu'il va aller laver les assiettes, il va aller faire la vaisselle ou bien il va aller faire le riz. C'est pas forcément ce qu'il doit faire. Donc, soyez indulgentes. Moi, je pense que ce n'est pas des raisons pour lesquelles on doit divorcer. Hein? Soyez plus souple avec nos hommes africains. Là. Soyez un peu plus souple. La dépendance à une substance ou à un objet. Parfois, certains couples sont confrontés à un conjoint qui souffre d'une addiction, telle que les drogues, l'alcool, le sexe, les jeux, ce qui déséquilibre la relation, l'amenant vers le chaos. À force de vivre des disputes, des conflits, lassés, le conjoint finit par partir afin de se préserver. Moi, j'avais une fille de ménage qui a quitté son foyer parce que son mari était alcoolique. Mon mari était alcoolique. Elle lui a dit, ah, mais tu n'as pas pu l'aider à sortir de là. Elle ne peut pas. Elle ne peut même pas, même parce que quand il boit comme ça, quand il vient là, tout le monde se cherche dans la maison. Tout le monde fuit. Parce qu'il est agressif. Donc, elle n'a pas pu. Donc, c'est un peu ce genre de situation-là qui font que, mon cher, vers la fin, tu te préfères. Hein? Refus de travailler la relation, manque de responsabilité. Beaucoup de couples faisant face à ces difficultés ne sollicitent pas ou tardivement l'aide du professionnel adapté, soit parce que l'un des conjoints ne le souhaite pas, soit parce que le couple ne trouve pas de thérapeute adapté à leur entente, ou encore parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que l'aide d'un thérapeute peut leur apporter, n'en saisissant pas l'intérêt ni la pertinence. Alors souvent la relation reste figée. Chacun trouve un réconfort dans l'entourage familial et amical. Soit la situation reste figée, soit elle s'aggrave vers la rupture. Quand la situation ne va pas là, cherchez de l'aide. Il y a des thérapeutes de couple. Hein. Parce que il y a des gens qui sont allés se marier sans savoir ce que c'était que le mariage. Et puis ils sont arrivés là-bas et puis tout est bizarre. Parce que les fiançailles, quand vous ne vivez pas ensemble et puis vous vivez ensemble, c'est pas la même chose. Hein? Pas la même chose. Les réalités sont différentes. Donc, à un moment donné, là, la pression sociale, là, ça fait que tu peux ne même pas reconnaître ton partenaire. Surtout ceux qui ont immigré, là. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se retrouvent pas dans cette manière de vivre, là. Où on est tout le temps enfermés. Ils étaient habitués à aller prendre un pot after work avec leurs amis et tout. Mais arrivé ici, là, travail maison, ils se sont encombrés. Donc, il y a d'autres qui dépriment, ils deviennent nerveux, tout ça, là, la relation, ça prend un coup. Il faut communiquer. Il faut un thérapeute pour vous aider. C'est ça. Souvent, là, tes amis, eux-mêmes, là, ils ne maîtrisent même pas ça. C'est un truc de professionnels. Il y a des gens qui, c'est leur job. Des coachs de vie. Consultez-les. Dans la communauté, on a coach Raymond Gomis et son mari. Ce sont des bons thérapeutes de couple. Hein? Vous pouvez les consulter. Et puis, voilà quelques pistes pour pallier à ce phénomène. Une prise de conscience.
des problèmes causant la mésentente et la rupture du couple, ainsi que l'impact sur les enfants. Pour ceux qui en ont, c'est nécessaire. De même, il est important de gérer leurs conflits afin d'éviter leur accumulation et de laisser la situation s'éterniser. Il faut gérer les conflits, il ne faut pas garder. Avec le temps, ça devient difficile. Tout en évitant également l'intervention des proches, sauf s'ils sont formés sur le sujet. Moi, depuis que je suis marié, depuis combien d'années, je n'ai jamais appelé un seul de mes parents pour régler mes problèmes. Une fois, il y a une de mes tantes qui est passée me voir quand je venais de me marier. Elle est venue à la maison, elle me demande est-ce que ça va dans ton couple, tout ça là. Que, bon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis moi ça va. Hein. Moi, le jour où j'ai un problème, mon mari, moi ça on va régler. Je ne sais pas, je vais appeler qui va régler le problème. Nous deux, on va en discuter et puis on va trouver une solution. Souvent, quand vous appelez même la famille, là même, ça empire. Parce que chacun vient donner son point de vue, chacun vient prendre position. Et puis le conflit ne va jamais s'arrêter. Donc, si vous voulez régler vos conflits, soit vous les réglez à deux, soit vous appelez des professionnels. Là, ils n'ont pas de parti pris. Pour qu'un changement puisse émerger, il est nécessaire d'avoir la volonté de sauver son couple en prenant l'initiative de consulter un thérapeute lors du conflit. Plus le couple consultera tôt, plus la résolution du problème sera rapide et aisée. Dans l'idéal, une psychoéducation de préparation à la vie de couple et à la vie familiale est pertinente pour tout jeune adulte qui l'envisage ultérieurement. Être heureux avec soi avant de construire la relation sur une base solide. Voilà, c'est important. On ne va pas se marier comme pour se marier. Il faut se préparer. Préparation au mariage, c'est très important. Les gens passés, ils se sont vus, ils se sont aimés net. Ils se sont fait mariage. Mais est-ce que, on dit le mariage, c'est pour la vie. Excusez-moi. Le mariage, c'est pour la vie. Donc, il faut savoir dans quoi tu t'engages. C'est un engagement. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. Donc, il faut savoir dans ce que tu t'engages pour que ça puisse durer dans le temps. Et même si, au départ, vous ne vous êtes pas suffisamment préparé, mais quand vous voyez que ça commence à être bizarre, là, cherchez à comprendre où est-ce qu'on a failli, qu'est-ce qu'on peut sauver, comment on peut arranger, qui on peut voir, qui peut nous aider, quel thérapeute peut nous aider pour sauver le mariage. Parce que souvent, il y a des gens, ils ont divorcé pour rien. Moi, je connais deux dames. Souvent, les gens divorcent par orgueil. Ou bien, sur une prise de tête comme ça, ils se séparent. Et puis après, vous regrettez. Moi, quand c'était des grandes sœurs, quand elles me voyaient dans mon mariage, là, bon, quelque part, je ne vais pas dire qu'elles m'enviaient, mais quelque part, elles enviaient ma place. Elles se disaient... Il y a une qui a dit ouvertement que si c'était à répondre, il y a des choses que j'allais laisser passer, j'allais tolérer. Tu vois? Donc souvent, il faut être préparé. Parce que ne pense pas que quand tu vas divorcer aujourd'hui, là, tu vas te remarier facilement demain. Non. Parce que ce que tu reprochais à l'autre, là, peut-être que l'autre va faire pire. Ou bien peut-être que toi, tu faisais des reproches à l'autre. Pourtant, toi-même, tu n'étais pas le modèle idéal. Est-ce que tu te remets en cause pour savoir que peut-être que c'est toi-même là, ton caractère même là qui n'est pas bon? C'est ça. Donc, toujours se remettre en cause et puis il faut demander l'aide d'un professionnel. Le mariage, c'est comme une entreprise. Hein. De la manière qu'on gère une entreprise pour qu'elle prospère, là, c'est comme ça qu'on gère le mariage. Le mariage, c'est une institution, c'est un contrat, c'est un engagement. Donc, et puis ça s'étudie de la manière que tu viens entreprendre et puis il y a des trucs que tu ne maîtrises pas. Et puis tu vois que il faut que je me forme à l'entrepreneuriat. C'est comme ça que tu dois te former au mariage aussi, si tu veux que ton mariage réussisse. Bon, pour conclure, hein, parce que je suis déjà à 49 minutes, je vais vous dire, pour qu'un mariage réussisse, en fait, quand tu vas demander aux personnes qui se sont déjà mariées, tu vas leur demander comment ils ont fait pour réussir leur mariage. Là. Ils vont te dire que le mariage c'est une énigme. Pour que ça réussisse, ça,
Vraiment, c'est une énigme. Il y a des gens qui ont passé leur vie à essayer de résoudre le mariage, n'ont pas réussi. Bien sûr, si vous interrogez des couples heureux qui ont passé toute leur vie ensemble, ils vous donneront une foule de raisons expliquant pourquoi leur mariage a été un succès. Ainsi, s'il n'existe pas de manuel pour un mariage réussi, certains facteurs y contribuent. Voilà. Donc, il y a des facteurs qui vont contribuer à la réussite du mariage. C'est pour cela que notre prochain sujet sera comment réussir son mariage. Sur ce, je vais vous dire bye et puis abonnez-vous, partagez, likez, laissez des commentaires pour qu'ensemble on puisse échanger sur le sujet. Merci.